Et tu attends encore un petit peu? Non, c'est bon. Salut à tous, bienvenue pour la septième émission. Voilà, l'US Open est terminé, enfin, après de grosses semaines, on va dire. Donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça et un peu préparer la terre battue. Aujourd'hui, on est avec Andromeda, à nouveau, salut à toi. Eh bien, bonjour et salut à tous. Voilà, Alors effectivement, euh, ouais, vas-y, parle. alors effectivement, déjà on va commencer par parler de l'US Open, où il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Bah oui, plutôt, effectivement, on peut dire on a eu des finales assez animées, que ce soit chez les filles en 3-7 et chez les garçons en 5-7, donc des finales assez indécises, hein. Effectivement, eh oui. Donc voilà, puis on va terminer avec le tableau de Rome, Rome qui a déjà commencé. Et j'ai vu aussi qu'il y a peu de temps que les wildcards sont sortis pour Roland, donc on va vite fait en parler aussi. Enfin, on D'accord. va vous les donner, et puis vous donnerez vos impressions. Voilà, le tableau de l'US Open, bah écoute, le dernier live, on s'était arrêté au quart de finale, donc où Carreño avait passé Shapovalov et Zverev avait gagné contre Koric en 5-7, en 4-7, pardon. Mhm. Voilà, je sais pas si t'as pu voir les matchs ou si tu as un avis là-dessus. Alors, j'avoue que je n'ai pas vu tous les matchs entre-temps. Alors, je sais que par contre, apparemment, le match, la demi-finale Zverev-Serrano-Busta a été, on va dire, assez animée, puisque elle a, elle a été, on va dire que cette demi-finale, bah, la finale était un peu un remake, puisque Serrano Busta a été battu par Zverev en 5-7, alors que l'Espagnol avait remporté les deux premiers sets très facilement. Ouais, c'est ça, Carreño qui maîtrisait complètement son match, qui menait 2-0, puis qui finalement s'est fait rattraper, Zverev qui a su élever son niveau de jeu au bon moment, hein. Exactement. Et c'est vrai que ça me, euh, je trouve ça, je ne sais pas si c'est à cause de cette pause liée au Covid, mais je trouve que certains joueurs ont eu du mal à démarrer leur match, comme Zverev lors de sa demi-finale, comme Osaka lors de sa finale, et comme Thiem également lors de sa finale, même si évidemment la pression de l'enjeu y était également pour beaucoup. Oui, je pense que c'était plus la pression que autre chose, parce que maintenant ils ont quand même une bonne paire de matchs dans les jambes, donc je pense que c'est plus trop lié à la reprise, je pense que c'est plutôt... En tout cas, Zverev, lui, à chaque match, c'est une question de pression, hein. Et C'est oui, double faute, c'est faute directe. Mais bon, il a su se qualifier en finale en renversant à chaque fois le match, alors qu'au début, c'est ça, le jeu était mal parti. tout à fait. C'est vrai que la demi-finale homme a été, de mon point de vue, assez incroyable. Donc, Zverev qui maîtrise son sujet durant un set et demi, et Thiem qui reprend un peu le dessus. Euh, et le cinquième set était assez lunaire, on va dire, euh, où chaque joueur a vraiment du mal à gagner son match. Et donc, ça se termine au tie-break. Et donc, la conclusion, c'est que malheureusement, Zverev a loupé énormément de balles de match. Et en toute logique, Thiem a sauvé beaucoup de balles de match. Et donc, en fait, j'ai l'impression que sans ces doubles fautes, peut-être que Zverev
aurait pu l'emporter, mais c'est vrai que, comme on dit, avec des si, on met Paris dans une bouteille. Mais c'est vrai que là, Alexander, durant cette finale, ça a été un peu Monsieur double faute, et ça lui a joué de sacrés tours. Ouais, c'est même globalement son problème sur tous les matchs qu'il a pu faire quasiment sur ce tournoi, c'est ses doubles fautes. Ou des fois il tente même des premières deuxièmes. Tout à fait. Donc oui, je pense qu'il voulait vraiment beaucoup s'appuyer sur son service pour des fois se sortir de situations compliquées. Donc voilà, sinon oui, comme tu dis, voilà, il a su se qualifier en ayant à chaque fois malmené, puis en final bah, c'est l'inverse, c'est lui qui menait et c'est lui qui s'est fait éliminer, hein. Et oui. Mais Thiem n'a pas lâché le morceau. Euh, c'est vrai que j'ai vu le premier set, Thiem avait du mal à prendre la balle assez tôt, ce qui avantageait Zverev. Et j'ai l'impression que surtout à la fin, l'Autrichien avait une chaîne à la cuisse, et c'est ça qui est incroyable, ça ne l'a pas empêché de gagner, malgré quelques matchs faciles qu'il a ratés. Oui, c'est vrai qu'au début, enfin même les deux premiers sets, on peut dire que Tim n'était pas du tout dans le match. Il ratait beaucoup de Je choses pense faciles et puis il faisait beaucoup de que fautes aussi. exactement. Je pense que c'était la pression parce que il devait se dire euh, je- euh, la personne que je vais affronter, ce n'est pas le Big Three entre guillemets, c'est même quelqu'un avec qui je suis amie. Mais pourtant, c'est ma quatrième finale de Grand Chelem. Il faut pas cette fois-ci que je loupe ma chance. Alors donc, il vient à la finale sous la pression, donc il démarre mal son match, mais petit à petit, il retrouve ses sensations. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Il retrouve ses sensations et, 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 et je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il se dit que là, il faut y aller. Et on peut dire que ça a porté ses fruits. Ouais, c'est ça. Écoute, je te propose juste de revenir vite fait sur les demi et même les quarts de finale, puisque voilà, avait joué demi-nord et ensuite Medvedev. Ou même Medvedev contre Roublev, est-ce que tu avais vu une partie du match ou pas du tout? Ah oui, alors j'ai vu une partie du match Rublev-Medvedev. Alors on peut dire que Medvedev maîtrisait son sujet, malgré un premier set en dents de scie, mais il a su faire preuve de mental en gagnant le set, euh, alors que alors que c'était pas gagné d'avance. Dans mes souvenirs, je crois même que Rublev, son compatriote, avait une balle de 7, mais Medvedev Oui, mené a bien 6-3 au resserré tie-break, le ouais. jeu. Mené 6-3 dans Et le il avait tie-break, ouais. une balle exactement au premier set au tie-break. Donc il me semble que oui, Rublev avait une balle de 7, mais son compatriote a réussi à resserrer le jeu et donc à remporter ce set. Et c'est vrai que là, on peut dire que Rublev comment dire, est sorti du match parce que j'ai l'impression, enfin, c'est même pas une impression, c'est une certitude. On peut dire que la perte de ce premier set l'a complètement, euh, on va dire, dégoûté. Et donc ensuite, il n'était plus dans le match, ce qui a facilité, entre guillemets, le travail de son compatriote.
Oui, puisque aussi les deux étaient amis, se connaissent depuis très longtemps, donc je pense que ça a pu jouer dans ce match-là aussi. Donc voilà, Roublev Euh, qui aurait pu prendre le premier set, et puis qui au final Effectivement. s'est fait battre en 3-7 assez logiquement. Du coup, on est parti sur une demi-finale Medvedev-Team, donc sur le papier quand même, c'était ce qu'on... Les Et oui. classements ont été Alors, respectés, donc c'était le match qu'on s'attendait tout simplement. c'est vrai que le classement a été respecté. Euh, alors, je n'ai plus la finale Medvedev Team. Par contre, je ne m'attendais pas à un score si. Je m'attendais quand même à un score plus serré entre ces deux joueurs. Ouais, moi je voyais même plutôt Team s'imposer, mais voilà, je pense qu'on n'est pas... Il était assez compliqué à pronostiquer ce tournoi, donc voilà, on n'est plus être surpris forcément de... Et oui, mais, mais c'est vrai que moi aussi, je voyais Team gagner, mais de ce que j'ai vu, il a gagné assez facilement. Et ça, par contre, je m'attendais, on va dire, un petit peu mieux de, de Medvedev face à Thiem. Ouais. Voilà, on a Steffi qui nous dit qu'il est triste pour Zverev. Bon écoute, je pense que malgré tout, tu es content qu'il ait pu faire finale, puisque... Voilà, on va dire que... Il n'était pas forcément attendu pour faire une finale, je pense que ça reste un bon résultat pour lui, et puis ça peut débloquer la situation pour les prochains. Ça peut le... Il gagne de l'expérience en Grand Chelem, et puis il est pas si loin, ça montre bien qu'il est pas si loin de gagner un Grand Chelem lui aussi. Après voilà. Exactement. En plus, comme il a dit lui-même, il est jeune. Il a encore le temps de remporter un grand chelem. Oui, bien sûr, oui. Puis bon, il y a quand même une belle Et je pense progression. que... Exactement. Mais c'est vrai qu'on comprend ses larmes à la fin. Oui, Parce puis que c'est surtout vrai d'être mené, de que... mener 2-7-0 et de perdre, c'est sûr que... Exactement. Mais on peut dire aussi que l'Autrichien, il en était à sa quatrième finale en Grand Chelem. Il a perdu, il les a toutes perdues, donc il fallait bien qu'il débloque son compteur. Et, et pourquoi pas maintenant. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les hommes, hein. Je pense que voilà. Exactement. Donc voilà, on peut passer aux femmes. Donc les femmes, toujours Brady qui... On s'est arrêté à sa demi-finale, donc elle a joué Osaka. Donc voilà, si tu jamais tu as vu le match ou pas. Alors, je n'ai, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu les headlines. Euh, Osaka s'est bien battu face à Brady et son coup droit. Euh, on va dire que la logique a été respectée, mais c'est vrai que Brady m'a étonné durant cette US Open et, et je pense qu'il faudra compter sur elle par la suite. Oui, ce qu'elle a fait, c'est plutôt assez prometteur, oui. Exactement. Puis bon, elle est encore, bon, elle a 25 ans, c'est quand même plutôt jeune encore. Donc voilà. Oui. Bon, après, c'est sûrement sa surface dans son pays, donc, mais bon, après voilà, elle va avoir un statut plus important dans les grands chelems. Alors, elle va grimper un peu dans le classement avec sa demi, donc voilà, à voir plus tard. Et puis du coup, l'autre demi qui était Azarenka Williams, donc pour moi, plutôt une finale avant l'heure, limite. Enfin, qui aurait pu très bien Et être une puis, finale en tout cas. alors, ben, je trouve que cette demi-finale, elle était un peu à l'image de la finale d'Inde.
parce que si je me souviens bien, donc Williams gagne le premier set et Azarenka déroule ensuite pour l'emporter. J'avoue que vu ce qu'a montré Serena durant ses précédents matchs, je n'ai pas trop surprise de la victoire d'Azarenka. Oui, Azarenka qui marche un peu sur l'eau en ce moment, qui Eh est dans oui. une énorme forme, qui semblait même limite inarrêtable. Sauf contre Osaka, donc durant la finale. Oui, c'est ça. Parce que donc j'ai vu cette finale et donc comment dire Azarenka qui déroule au premier set et Osaka qui se reprend et gagne les, les deux sets qui l'amènent à la victoire. Oui, donc au Et final, donc, ouais, vas-y, termine. et donc Osaka a 23 ans, si je ne m'abuse, et elle a déjà 3 grands chelems. C'est déjà énorme. Oui, elle qui confirme tous les espoirs placés en elle, hein, qui gagne son deuxième US Open de sa carrière. Qui, voilà, je pense que Exactement. les prochaines années, il faudra compter sur elle. Et puis, Euh, je crois que ce n'est pas son dernier grand chelem. Elle va, ouais, non, je pense pas non plus. en tout cas, je l'espère pour elle, mais il est fort probable qu'elle en remporte d'autres. Si à son âge, elle en a déjà trois, c'est sûr que oui. Ste- Donc, ouais. Steffi Forever qui En dit. plus, Ouais, elle vas-y, est termine. jeune. Ouais, elle est très jeune, ouais. Euh, j'ai dit 23 ans, mais en fait, elle a 22 ans. Et, Bientôt 23, ouais. et c'est vrai que, comment dire, c'est une future pro. Ouais. Steffi Forever qui précise pour Tim que il a déclaré qu'il n'avait pas de blessure pour son match, donc. Et qu'il a juste dit que voilà, il était pétrifié par l'enjeu. Donc oui, c'était. C'est vrai que à la fin du match, il souffrait de crampes, mais c'était probablement des crampes dues au stress. Ouais, c'est pas impossible, ouais. C'est sûr que. Vu son niveau de jeu, c'est sûr qu'il y avait un problème, que ce soit une blessure ou la peur, mais bon, apparemment on en a notre réponse. Comme tu dis, ouais, À Zverev qui remporte les deux premiers sets, donc lui qui a pas été rattrapé par l'enjeu du coup. eh oui. En tout cas, c'est vrai que ça se voit que, en tout cas, au début du match, euh, c'est vrai que ça se voit que l'Autrichien, il est effectivement, il est pris par l'enjeu, mais petit à petit, il se reprend, et il se dit, on y va. Voilà. Ouais. Et Steffi qui rebondit sur les femmes, Brady Osaka, le meilleur match de la quinzaine hommes-femmes confondus pour moi. Mental énorme chez les deux joueuses et une pluie de winners. Oui. D'accord, donc c'est ton coup de cœur niveau match, donc c'est c'est recevable. Après, c'est vrai que chez les hommes, j'ai pas beaucoup de. Pour moi, la finale, le niveau était quand même globalement pas très élevé. C'est vrai que les joueurs, ils avaient tellement la pression que certes, au niveau suspense, au bout d'un moment, oui, c'était ça. Mais au niveau tennistique, malheureusement, il y avait beaucoup de fautes bêtes de part et d'autre. Et, et c'est vrai que Zverev doit améliorer son service parce que il me semble qu'il a fait au moins une dizaine de doubles fautes durant la finale.
Et ça, c'est sûr que c'est pas avec un tel nombre de doubles fautes qu'on peut remporter un match, malheureusement. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, je pense que de manière générale, pour moi, le tableau homme, enfin, c'était quand même une déception, non pas forcément par les résultats, mais plutôt par la qualité de jeu. Bon, du suspense, on en a eu, mais les matchs n'étaient pas très, pour la plupart, étaient quand même assez décevants. Enfin, je parle pour moi en Ben, tout cas, mais je suis assez d'accord avec toi, d'autant plus que lorsque Djokovic a été disqualifié, on se disait super, un vainqueur inédit, mais non seulement le simple fait que si Djokovic ne gagne pas, c'est qu'il est disqualifié. Euh, je trouve personnellement que c'est inquiétant parce que ça prouve que seul Djokovic peut battre Djokovic. Et puis, effectivement, la finale n'était pas, en tout cas au niveau tennistique, je me le répète, c'était pas complètement. ouais, je pense que c'est un bon résumé de dire que seul Djokovic peut le battre Djokovic, puisque effectivement, s'il n'avait pas été disqualifié, je vois mal comment il aurait pu perdre ce tournoi. Après, je pense que le fait qu'il soit éliminé, ça a réveillé un peu tout le monde, dans le sens où tout le monde se dit qu'il peut gagner, donc ça a pu rapporter du stress et aussi, c'est assez, oui, je pense que Oui, voilà, certains se sont mis la pression et puis ça a donné, voilà. exactement. Surtout Zverev, par exemple, je pense que même les journalistes devaient lui rappeler sans cesse que voilà, ça lui ouvrait des portes et puis ça a dû trotter dans la tête à mon avis. Mais je trouve que la presse devrait arrêter avec cette histoire de Big Three et de penser que c'est forcément soit Federer, soit Nadal ou Djokovic qui doit remporter un tournoi. Parce que franchement, en lisant la presse, c'est l'impression que j'ai, qu'il n'y a que trois joueurs qui existent et les autres, on ne va pas dire qu'ils ne sont rien, mais c'est comme si vraiment ils n'avaient aucune capacité de battre les trois grands. Alors que quand même, Thiem, Zverev et Tim avaient prouvé qu'ils pouvaient battre Nadal, Djokovic, etc. Ouais, oui, je pense que Après, les journalistes, oui, ils en font un peu trop, mais c'est vrai que Exactement. on avait plus Ils en un font nouveau beaucoup vainqueur. trop et On avait plus de nouveaux vainqueurs en Grand Chelem depuis 6 ans non plus, donc ça montre quand même que voilà. Que bon, ça c'est vrai. hormis eux, personne n'est vraiment capable de remporter un Grand Chelem. Mais bon, Mais c'est sûr que si les journalistes le rappellent à chaque fois, c'est sûr que les joueurs ont une pression qu'on ne peut pas s'imaginer. Et voilà. Ça arrive qu'il y ait des craquages de dernière minute. c'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'US Open. Tout à fait. On peut clore définitivement le sujet après des semaines de spéculation si le tournoi allait avoir lieu, dans quelles conditions. Maintenant, voilà, le tournoi est joué. Et il est bien terminé, donc voilà, je pense qu'on peut passer à la terre. Et donc, on va parler de Rome un peu. Voilà, là, vous avez le tableau ATP devant vous, avec le retour de certains joueurs qu'on n'avait pas vu reprendre, encore dont Nadal, par exemple, qui est quand même attendu pour gagner le tournoi. Je pense que, enfin, pour moi, c'est mon favori en tout cas. Je sais pas toi, mais Alors, excuse-moi, Clément, mais je n'ai pas pu écouter le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais tu as été déconnecté quelques secondes et du coup, je n'ai pas pu écouter le début de ce que tu disais. Ouais, j'ai dit que Nadal était de retour et que j'en faisais mon Oui, favori tout simplement pour ce tournoi. pour Rome. Pour Bah, Rome, ouais. euh, euh, alors, pour moi aussi, c'est mon favori, mais je crois qu'il faudra aussi compter sur Djokovic, qui doit avoir la rage de vaincre suite à sa disqualification. Oui, c'est ça, on en avait parlé un peu avec Zlad dans le dernier live, c'était à propos de Djokovic, le fait qu'il soit éliminé plus tôt, Exactement. le fait qu'il soit éliminé plus tôt, voilà, il se retrouve sans grand chelem de gagner, donc potentiellement l'envie de se rattraper et en plus d'aller défier Nadal à Roland, c'est forcément un challenge et puis qu'il Voilà. aura bien envie de relever. C'est pour ça que donc là, Rome commence. Mais je crois qu'au fond de lui, le Serbe se concentre plus sur Roland Garros Oui, que sur Rome. Même si je pense que Rome, c'est important pour lui pour, disons, pour se mettre en condition sur la terre battue. Et dans l'espoir de rencontrer Nadal et de voir ce que ça donne et le résultat. oui, tout simplement, c'est un tournoi de préparation, puisqu'il faut savoir que Roland Garros commence dans 2 semaines, donc ça va aller très vite. Cette semaine, on a Rome, et Eh puis oui, la semaine prochaine, chez les hommes, il y aura Hambourg qui est un 500, donc voilà. Donc tout va aller très très vite, et puis pour moi, tout simplement, oui, Djokovic, c'est pas grave s'il va pas au bout, mais en tout cas, c'est le moment de se tester. Puis bon, on est censé partir sur une oui. finale Nadal-Djokovic, hein. À moins que Wawrinka, pour moi, il est aussi parfaitement capable de. Pour moi, je pense qu'il va falloir compter sur lui, puisqu'il a pas perdu d'énergie sur l'US Open, il a déjà fait un peu de préparation au Challenger sur Terre. C'est vrai. Mis à part ça, au niveau du tableau, je trouve qu'il est assez équilibré. On a déjà joué aujourd'hui, avec notamment des qualifications. Enfin, déjà, Hugo Humbert qui sort Anderson, c'était pas si facile, même si Anderson n'est pas. C'est plus ce que c'était, on va dire. À part ça, on va avoir des matchs sympas. Déjà, Carreno Busta qui. Je sais pas dans quelle forme il sera, mais en tout cas, il va devoir jouer Nadal dès le troisième tour. Non, dès le deuxième tour, pardon. Non, attendez. Oui, Au troisième on tour, peut ouais. dire que là, il n'a pas un tirage chanceux, Serrano Busta. Ouais, effectivement. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, Basilashvili qui est encore perdu, qui n'est complètement plus dans le tennis, à mon avis. Et puis autrement, Oui, là, ouais. Au niveau des qualifications, les Italiens qui ont fait des bonnes qualifs. Certains qui ont pu se montrer, puisqu'ils n'étaient pas forcément connus. Mais bon, il y en a qui n'ont pas passé. Bah, d'ailleurs, ils ont même pas passé les qualifs, les Italiens, il me semble. Mais au final, malheureusement, puisqu'ils ont quand même fait des plutôt bons matchs, certains n'étaient pas forcément très très bien classés. Donc, ils ont pu se montrer oui. un peu, engranger de l'expérience. Oui, parce que c'était des qualifs assez longs, puisqu'il y avait 3 tours, c'est quand même assez rare. Je trouve que ça fait longtemps que j'ai plus vu un tournoi en tout cas avec 3 tours de qualif. Donc voilà, c'était des matchs assez longs. Voilà, Joao Souza qui est lucky loser, puisqu'on avait eu un forfait de Gasquet. D'accord. Et puis voilà. Donc pour moi, Nadal Et devrait gagner. ben, en tout cas, c'est le favori. Alors, je viens de voir que Krajinovic a battu le Canadien Oshé Aliassim. Ouais. 6-4, 7-5. Ouais, Je c'est n'ai ça, pas vu le match, oui, j'ai pu voir un peu. mais Bah, j'ai c'est l'impression que Félix qui fait des fautes, hein, souvent. Krajinovic oui. n'a pas fait. J'avais vu une stat, il me semble, c'était. Le nombre de fautes directes de Félix, enfin Krajinovic s'est contenté de voilà, jouer le jeu, de remettre la balle dans le court et Félix s'est plutôt occupé de faire la faute. Pour résumer rapidement le match, c'était plutôt ça. Je ne suis pas surprise. Ouais, effectivement, c'est vrai que Félix, à ce niveau-là, il a encore une marge de progression.
Mm. Voilà, écoute, je pense qu'on peut passer aux femmes. Alors les femmes, pareil, un retour plus ou moins pour Simona Alep qui avait déjà joué, mais un retour un peu plus sérieux, on va dire, dans un tournoi qui est important, qui sera tête de série Exactement. 1, puisque Barty qui ne revient toujours pas à la compétition, qui est tenante de titre à Roland Garros, en tout cas ne s'engage pas sur cette période sur Terre. Exactement. On dirait que Barty, vis-à-vis du virus, elle préfère ne pas prendre de risques, tout du moins pour le moment. Donc, Elle n'a pas pu voir son coach non plus, donc ça n'a pas pu trop l'aider dans sa préparation non plus. oui, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Donc globalement, un tableau assez ouvert, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, Oui, pour moi, Alep est quand même favorite, même si c'est pas forcément évident qu'elle gagnera. On a quand même beaucoup de bonnes joueuses. On a aussi Bencic, je suis pas sûr qu'elle ait déjà joué depuis la reprise. non, pas à ma connaissance. Voilà, donc Je regarde. des wildcards pour des Italiennes, logiquement. Cocci-Rato, ce nom me dit pas grand-chose, donc à mon avis c'est plutôt une espoir, je suppose. Je vais aller voir vite fait. Puis autrement, des wildcards habituels avec Jordi par exemple. Ouais, Elisabetta Cocci-Rato, donc elle a 19 ans. Donc à D'accord. voir ce que ça peut donner contre Begu qui est sorti des qualifs. Et autrement, toi tu verrais qui en favori plutôt dans ce tableau? Eh bien, c'est vrai que c'est difficile à dire parce que ça reste très ouvert. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est ma joueuse préférée, mais je pense que Svitolina a quelque chose à jouer. D'autant plus qu'elle a déjà remporté ce tournoi 2 fois. Mais comment dire, c'est vrai que en ce moment, elle n'est plus trop en forme C'est aussi un tournoi de et reprise c'est pour elle, il une me semble. et en plus effectivement c'est une reprise pour elle, donc c'est Ouais, on sait pas trop où elle en est de toute manière. ça risque d'être compliqué, mais je ne sais pas pourquoi, mais je la vois faire quelque chose. Euh, une autre joueuse qui me plaît beaucoup, c'est la Kazakh Elena Krybakina, qui vient de remporter facilement son premier tour face à Alexandrova, 6-0, 6-4. Ouais. Je pense qu'elle a aussi un coup à jouer. Ouais, parce qu'elle a joué la période sur dur, mais ça n'a pas été très flamboyant avec un premier tour à Cincinnati et un deuxième à l'US Open. Donc je pense que voilà, vu qu'elle commence, elle avait fait un bon début d'année, un bon classement, donc je pense qu'elle a envie de se remettre un peu dans, Exactement. dans le bon chemin, on va dire. Voilà. C'est ce que je me dis. Elle a envie de terminer son année comme elle l'a commencé, avec beaucoup de victoires. Puis on a aussi Kiki Bertens qu'on n'avait pas vu non plus encore depuis la reprise, qui est sur sa surface préférée aussi, donc peut être dangereux aussi. Exactement. Moi je pense que C'est vrai que j'ai pas vraiment de favorite parce que comme c'est une reprise pour pas mal de têtes de série et, et que le tableau est assez ouvert, c'est compliqué de donner comme ça une gagnante. ouais, pour moi après on a Bertens et Alep en favorite. Et puis après, Mhm. voilà, comme je dis, c'est pas forcément évident que ce sera elle qui gagnera, donc
l'avancée du tournoi tout simplement et voir comment ça va se passer. Et oui. Avec certaines Alors, qui viennent tout simplement pour se préparer pour Roland, hein. Sachant qu'on est à 2 semaines de l'échéance, voilà, faut voir l'état d'esprit des joueuses aussi. et oui. Moi, je vais suivre particulièrement quatre joueuses à Rome. C'est donc Alep, euh, Rybakina, Svitolina et Kiki Bertens. Parce que, en effet, c'est une reprise pour elle. Et comme tu l'as dit, la terre battue est sa surface favorite. Donc, ce sera très intéressant de voir ce qu'elle propose. Oui, voilà, le fait de ne pas Ne avoir vu serait-ce certaines joueuses depuis longtemps, ça peut être intéressant et puis se dire tout simplement les revoir jouer et euh, puis voir jusqu'où elles peuvent aller. et, et, et de voir ce qu'elles peuvent faire à Roland-Garros. Aussi, ouais, dans 2 semaines. Alors justement, je pense que on a fait le tour pour Rome. En plus, tu m'as trouvé une, comment on dit, une accroche pour une transition pour Roland Garros, parce qu'on a eu on vient d'avoir les annonces des wildcards. D'accord. Donc je vais vous mettre ça vite fait, bien fait. C'était pas prévu au début du live de les avoir, donc je vais vous mettre ça vite fait. Voilà, les wildcards pour Roland que je prends de Tennis Temple d'un message de LS7, donc ça lui fera un peu de pub en plus. Donc je vais vous lire ça, les wildcards pour Roland. Donc c'est Murray, Ben Shetrid, Gaston, Alice, Hoang, Janvier, Maillot, Rinderknecht pour le tableau principal. En qualif, Blancano, Bourg, Cazot, Grenier, Guinard, Jacquet, Lamazine, Mpchi, Péricard et Alexandre Muller. Et chez les filles, Pironkova, Bouchard, Tan, Burel, Parmentier, Paris, Diane Paris, Élise, Elsa Jacquemot et Chloé Paquet. Et en Mhm. qualif, on a Albi, Andrian Jaffi-Trimo, Droguet, S, Yanissijevich, Monet, Ponché et Hierolymos. Donc voilà, des wildcards assez logiques avec quand même quelques inconnus en qualif. Oui. Giovanni Mpecci, Péricard, j'avais entendu parler honnêtement, pourtant je pensais bien connaître les joueurs, mais là je suis un peu surpris. On a Murray, Mhm. voilà, qui est wildcard, c'est peut-être limite surprenant, faut croire que... Enfin de base, ils ont un accord pour inviter un joueur australien et un joueur américain. Et donc on a ni l'un ni l'autre. Mhm. Donc les wildcards sont répercutés sur un Français supplémentaire et Murray. Et chez les filles, bah, ce sera sur Pironkova et Bouchard, donc d'inviter une Australienne et une Américaine. Voilà, Bouchard qui a fait une bonne semaine la semaine dernière, on n'en a pas parlé, mais qui est sorti des qualifs. Et qui a fait finale à Istanbul. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement pour ça qu'elle a eu sa wildcard. Bah oui, disons que wildcard logique pour Bouchard, puisque elle a été déjà en finale d'un tournoi en terre battue. Ouais. Donc, toutes les wildcards sont logiques et ne m'étonnent pas. Euh, je dirais que la seule petite déception, c'est Jessica Ponche qui, lors de la reprise après Covid, a montré de belles choses et qui a juste une wildcard pour les qualifications. Je trouve ça dommage. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'elle ait une wildcard tout simplement pour le tournoi et non pour les qualifications. Ouais, on a juste Steffi qui nous rappelle que Benchich a fait des exhibs avec des gros scores, notamment des 6-0. Donc voilà, je pense que on peut l'attendre, même si il nous rappelle qu'elle est pas hyper forte sur terre. Donc voilà, pour revenir sur les wildcards, je suis assez d'accord avec toi. Puis chez les hommes, il y en a certaines qui m'étonnent aussi. Par exemple, Quentin Alice, ça fait à peu près 5-6 ans qu'il reçoit tout le temps des wildcards. Au final, il confirme pas les espoirs placés en lui.
Donc pour moi, Et oui, malheureusement. c'est pas forcément une wildcard très méritée. Pareil un peu pour janvier. Rinderknecht, pourquoi pas, c'est plus ou moins un espoir français, mais après sur Terre c'est compliqué. Mhm. Harold Mayo, ça peut être intéressant, c'est un bon espoir qui intègre tout doucement le circuit pro, donc à voir ce que ça peut donner. Oui. S'il a un premier tour pas trop dur, ça pourrait pourquoi pas le faire. Sinon Murray, Euh, euh, oui, euh, c'est plus ou moins logique de l'inviter quand même. Oui, vas-y. Harold, qui, si je ne m'abuse, a fait finale de l'US Open Junior l'année dernière. Ou même qu'il a gagné. Il a Je gagné ne sais l'Open plus. d'Australie. D'accord. Bon. Donc, oui, je suis Ouais. d'accord. Et en qualif, on a aussi des noms comme qui reviennent très souvent avec Muller, Guinard, Grenier, Bourg, Blancano, Caso qui avait fait finale contre Mayo justement à l'Open d'Australie, donc qui est aussi un espoir. Donc à voir ce que ça peut donner Mhm. en qualif. D'accord. Et ce Giovanni, pareil, à voir. Moi je le connais pas du tout. On n'a pas Del Potro 17 qui est là pour nous expliquer, vu que je suppose qu'il le connaît quand même. Donc voilà. Voilà, à voir comment ça va. Ce que ça peut donner. Moi je pense que, hormis deux trois décisions un peu pas forcément très logiques, le reste c'est assez cohérent quand même. Je suis d'accord avec toi. Surtout que chez les filles, des françaises performantes, il n'y en a pas beaucoup, donc au final les wildcards c'est un peu toujours les mêmes, même si on sait qu'elles vont pas forcément performer, on est un peu Mhm. obligé à la limite de les réinviter, par exemple Chloé Paquet ou Mhm. Andrian Jaffitrimo par exemple en qualif ou des joueuses comme ça, c'est souvent des joueuses qui vont pas forcément faire une très grande carrière, mais voilà, vu qu'il n'y en a pas vraiment d'autres, au final c'est un peu des wildcards par défaut. Oui. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ces wildcards, tout simplement, puis Roland Garros, voilà, approche tout doucement. Voilà, écoute, Exact. si tu veux terminer par simplement dire, voilà, pour Roland Garros, si tu as un petit feeling, déjà un favori chez les hommes et chez les femmes. Alors, ben, une favorite chez une favorite chez les femmes, on peut dire que c'est compliqué, tellement le tableau sera ouvert et je dirais quand même Alep. Ouais, Et chez les hommes, ben, écoutez, on va pas faire de surprise. Nadal, mais il est tout à fait clair que plus que les autres années, Nadal devra prendre garde à Djokovic, qui voudra, on va dire, disons qu'il va arriver avec une avec une soif de victoire encore plus grande après sa disqualification. Donc, effectivement. Stevie Forever qui nous demande pour Clijsters, non, effectivement, elle a pas de wildcard parce qu'elle a mis fin à sa saison. ah Elle d'accord, va pas jouer du tout la Terre, donc voilà, pas de wildcard. La question se pose pas visiblement. ok. Et puis moi, pour les favoris, bah écoute, je te rejoins sur Nadal. Et puis sur Alep aussi, je pense que voilà. Pour Nadal, pour moi, c'est du quasi sûr. Après, chez les filles, comme on a dit, ça peut toujours. On peut toujours être surpris et tout, Oui, mais apparemment, je pense euh, qu'Alep part favorite. oui, c'est pour ça que je n'ai pas dit Alep comme ça d'emblée, mais voilà, je la mets favorite. Ensuite, c'est clair que contrairement à Nadal, qui a toujours, on va dire, montré qu'il est
prouver que Roland Garros était son tournoi, Alep, ça c'est différent à Roland. Ouais, puis chez les filles, je trouve que ça va. Le tableau peut être très